La pyramide de Khéops. L'une des 7 merveilles du monde. 5 millions de tonnes de pierre assemblées, érigées jusqu'à 146 mètres de haut il y a 4500 ans. Elle est la plus haute, la plus grande et la plus énigmatique de toutes les constructions pharaoniques. 45 siècles plus tard, le mystère demeure. Comment cette pyramide a-t-elle été bâtie? L'architecte français Jean-Pierre Houdin mène l'enquête depuis 10 ans. Il a analysé, décrypté ce monument avec le regard affûté du spécialiste, comme s'il avait lui-même à le reconstruire. Au terme de son investigation et grâce aux nouvelles technologies, il propose aujourd'hui une théorie révolutionnaire. Aurait-il réussi à résoudre l'énigme de la grande pyramide de Khéops? Pour comprendre le mystère des pyramides, il faut remonter dans le temps, à la grande époque où l'Égypte construisait ses tombeaux démesurés. Sur le plateau de Gizeh, ces montagnes de pierre sont les chefs-d'œuvre d'une civilisation tout entière consacrée à la quête d'éternité. Les pyramides étaient des portails sacrés, permettant aux rois défunts de voyager vers le monde des immortels. À la fin de la préhistoire, les Égyptiens ont construit en un siècle les plus belles et les plus imposantes d'entre elles. Ce sont d'abord des pyramides à degrés, comme celle de Djoser à Saqqara. À partir du XXVIe siècle avant Jésus-Christ, la construction des premières pyramides lisses est l'œuvre d'une seule famille, celle de Snéfrou, le père de Khéops. Ces demeures funéraires étaient revêtues à l'origine d'un manteau de pierre en calcaire blanc, éblouissant. La pyramide était l'incarnation sur terre des rayons du soleil. Au fil du temps, ces pierres de revêtement ont été pillées pour construire des palais, des temples et des mosquées. Khéops en a conservé quelques-unes à sa base, et Khéphren a gardé son chapeau de pierre si reconnaissable au sommet. Après celle de Khéphren, l'Égypte ne construira plus de pyramides monumentales. Cette incroyable avancée technologique n'a duré qu'un siècle. Peu après, l'Égypte est victime d'un changement climatique important qui plonge le pays dans la sécheresse, entraîne guerre civile, invasion et déchirement. Le secret de fabrication des pyramides disparaît pendant cette période de troubles. Récemment, des archéologues ont découvert le village des ouvriers qui ont bâti ces monuments il y a 4500 ans. Les égyptologues ont trouvé de nombreux indices sur leur mode de vie. Ils étaient bien nourris, décemment logés. On leur donnait de la viande, de la bière et du pain. Ces fouilles ont même démontré que les ouvriers n'étaient pas des esclaves comme on l'a toujours cru auparavant. Ils étaient fiers de servir leur pharaon et de l'accompagner dans son voyage vers l'au-delà. Mais ces recherches passionnantes n'ont pas apporté de réponse au mystère de la construction des pyramides. Surtout sur la plus haute et la plus complexe d'entre toutes, Khéops. Du haut de ses 146 mètres, elle est restée le plus grand monument jamais construit par l'homme jusqu'à la fin du XIXe siècle. Khéops est aussi la seule pyramide disposant d'une chambre en granit construite au cœur de l'édifice avec des poutres pesant plus de 60 tonnes. Un véritable défi dans le défi.
Cette hauteur impressionnante et cette chambre en granit constituent les deux mystères de construction de Khéops. Personne n'a encore jamais résolu cette énigme de pierre. Pourtant, de nombreuses théories ont été proposées. L'historien grec Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a évoqué des machines à levier en bois. Puis, des égyptologues ont imaginé des systèmes de rampes disproportionnées montant jusqu'au sommet, ou des rampes enveloppantes accrochées à la pyramide. Mais ces théories répandues dans tous les manuels d'histoire ne sont pas convaincantes. Aujourd'hui, un architecte pourrait détenir les clés pour résoudre ce mystère. Si cet homme a raison, cette découverte serait la plus importante depuis celle du tombeau de Toutankhamon. L'histoire de Jean-Pierre Houdin commence en janvier 1999. Il a pris une année sabbatique et cherche un défi à relever. C'est un film sur la construction des pyramides envoyé par son père qui va lui en donner l'occasion. Dans ce documentaire, différentes théories proposent d'expliquer la construction des pyramides, mais aucune n'est probante. Pris au jeu, son père, qui est ancien ingénieur en travaux publics, imagine alors une solution. La pyramide aurait pu être construite de l'intérieur grâce à un tunnel circulaire. Tout naturellement, Henri Houdin fait part de cette idée à l'architecte de la famille. C'est ça ton idée de rampe intérieure? Ouais, c'est intriguant ton truc. Je regarde ton dessin et puis je te rappelle. Je crois qu'on part comme ça. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Fasciné par cette histoire, Jean-Pierre dévore les meilleurs ouvrages sur la question, décortique tous les plans et analyse toutes les théories. Du jour au lendemain, il se passionne pour ces merveilles de l'Égypte antique. L'architecte sans histoire se transforme en un obsessionnel génial. Il ferme son cabinet d'architecte et vend son appartement pour emménager dans un petit studio familial. Désormais, et souvent plus de 10 heures par jour, il va totalement s'investir dans la résolution de cette énigme. Son travail se base sur l'intuition de son père, et il y apporte des changements compatibles avec le savoir-faire des anciens Égyptiens. Ta rampe, tu vois, elle est là, c'est ça qui est génial, c'est l'idée. On est à l'intérieur. Mais moi, je te propose qu'on la casse par section, comme ça. Ça me paraît tout à fait logique. Hein. Colimaçon, mais un colimaçon à angle droit. Et tu vois, ça va monter comme ça. T'as plus qu'à travailler là-dessus. Je pense que d'ici une bonne dizaine d'années, je t'emmènerai dans la rampe intérieure, parce qu'il va y avoir du boulot. Là. Les Égyptiens ne savaient pas concevoir des tunnels circulaires à l'époque. Par contre, ils savaient faire des galeries à angle droit. Patiemment, Jean-Pierre développe cette idée de rampe interne. Sa galerie permet d'acheminer les blocs en calcaire jusqu'au sommet à 146 mètres de haut. Selon lui, la pente de cette rampe n'excède jamais 7%, car au-delà, elle serait trop raide pour tirer ses pierres. Dans les angles, des encoches permettent de faire pivoter les blocs et servent aussi à aérer les tunnels. Cette théorie est révolutionnaire. Mais encore faut-il prouver bel et bien que cette rampe existe, trouver les indices qui viendront accréditer sa thèse. Jean-Pierre doit maintenant passer à la vitesse supérieure et pour cela, il lui faut convaincre les spécialistes de la question, les experts en la matière. Pendant plusieurs mois, il tente de rentrer en contact avec de nombreux égyptologues, mais aucun ne lui répond. Ils sont lassés de recevoir encore une nouvelle théorie sur les pyramides et ne prennent même pas le temps d'examiner son dossier. Jean-Pierre ne fait pas partie du sérail, c'est un outsider.
Pourtant, la construction des pyramides est bien une affaire d'architectes, autant, sinon plus que d'égyptologues. Nul n'est prophète en son pays. Ayant fait le tour des chercheurs français, Jean-Pierre se tourne alors vers l'Amérique. À New York, un égyptologue de renom, Bob Pryor, accepte enfin de le recevoir. Jean-Pierre joue là sa dernière carte. Pour se rendre en Égypte et vérifier sa théorie, il lui faut un sésame. Bob Pryor pourrait bien être son homme, la clé qui va faire progresser son enquête. Bienvenue dans le Bronx. Merci. Quand il a ouvert son ordinateur, nous étions nombreux dans mon appartement. On s'est tous assis autour pour voir ce qu'il avait à nous montrer. On a découvert ces magnifiques images en 3D sur la pyramide. Je n'avais jamais rien vu de tel. L'architecte présente à l'égyptologue sa vision révolutionnaire, comment, selon lui, la pyramide aurait été construite de l'intérieur. Une rampe à l'intérieur de la pyramide? Oui, c'est cela. Et elle est encore là? Bien sûr, elle est toujours là. Au début, j'ai pensé que cette théorie était incroyable. Je n'étais pas sûr. Vous savez, il y a bien d'autres théories sur les pyramides, mais elles ont toutes des problèmes. Sa théorie résout certains de ces problèmes, mais c'était si étonnant qu'au début, j'avais du mal à y croire. Alors, quand tu as vu la pyramide pour la première fois, qu'en as-tu pensé? Ah, faut que je te dise, Bob, je n'ai encore jamais visité les pyramides. Tu n'as jamais vu les pyramides? Tu travailles dessus depuis 5 ans et tu n'es pas encore allé les voir? Mais pourquoi? Parce que je pense que c'est un travail intellectuel. Oui, comme ça, je suis complètement libre. C'est un concept. Au départ, l'architecte qui conçoit la pyramide ne l'a pas en face de lui. Écoute, si tu veux que quelqu'un prenne ta théorie au sérieux, tu dois voir la pyramide. Bob Pryor est fasciné par l'histoire et la théorie de Jean-Pierre. Il décide de l'aider et le convainc de se rendre en Égypte. Enfin, 5 ans après le début de ses travaux, Jean-Pierre découvre les pyramides, majestueuses, impressionnantes devant lui. Je vous dirais pas, je suis arrivé, je dis, oh, c'est la pyramide. J'étais impressionné comme tout le monde, mais j'avais une... Je la connaissais déjà tellement bien, j'étais intime avec elle. Je la regardais d'un autre regard. Je savais où il y avait tel piège, je savais où il y avait tel détail, je savais où il y avait tel joint, et j'avais l'impression d'être chez moi. Privilège suprême, grâce à Bob Pryor, cette visite lui est entièrement réservée. On est dans l'entrée des voleurs, c'est par ici que les touristes rentrent maintenant dans la pyramide. Cette entrée a été percée par le calife Mamoun en 850 pour voler la pyramide. La véritable entrée se trouve à peu près à 7 mètres à l'est de ce couloir. Si on continue, on va arriver au couloir ascendant qui mène à la grande galerie et à la chambre du roi. Mais Jean-Pierre ne fait pas une visite touristique. Les indices. Il cherche des indices. Sa priorité est de trouver des preuves permettant de valider sa théorie. Un certain nombre de détails l'intriguent. Ces trous rectangulaires à espacement régulier. Ou ces traces de burin tout le long de la grande galerie. Enfin, il pénètre dans la chambre du roi construite tout en granit. Au-dessus de lui, des dalles gigantesques pesant chacune une 60aine de tonnes forment un plafond plat. Une aberration totale pour l'époque, compte tenu des milliers de tonnes de pierres qui sont entassées au-dessus. Cette chambre est un véritable défi d'architecte. Il admire les joints entre les pierres, ils sont parfaits. On n'y ferait même pas passer une lame de rasoir. Comment les Égyptiens ont-ils pu acheminer des blocs d'une telle taille dans la masse de la pyramide? La rampe interne de Jean-Pierre ne résout pas cette question.
C'est la deuxième grande énigme de Khéops à laquelle il va devoir s'atteler. En haut de la grande galerie, il y a un passage étroit qui mène au-dessus de la chambre du roi. Ce conduit permet d'accéder à 5 étages de poutres en granit superposées, appelées chambres de décharge. Elles sont surmontées de blocs en chevrons démesurés. Ces pierres allègent le poids qui s'exerce sur le plafond de la chambre funéraire. Sans cet incroyable dispositif, le plafond de la chambre du roi et la grande galerie auraient cédé sous la charge. Mais ces poutres en granit se sont un peu fissurées pendant la construction. Pour vérifier l'étendue des dégâts, les bâtisseurs de Khéops ont donc ouvert ce passage, permettant d'accéder au cœur de ce système architectural fascinant. Parmi des centaines de graffitis laissés par des visiteurs peu scrupuleux, Jean-Pierre cherche la signature du pharaon Khéops découverte au début du XIXe siècle. C'est bien la preuve que c'est la pyramide de Khéops. Ça veut dire Khnum Khufu. On est au cœur de la pyramide. C'est absolument incroyable. Et au-dessus de nous, il y a des centaines de milliers de tonnes, il y a 85 mètres de maçonnerie. Et tout ça, c'est ces poutres dessus, ces chevrons qui reprennent toute la charge. Ça n'a pas bougé, un petit peu, à quelques centimètres. Et il y a 45 siècles que c'est là. Il faut sentir le calme. On est au cœur. La tranquillité. C'est quand même assez émouvant. Au musée égyptien du Caire sont exposées les richesses des pharaons. Des millions de pièces retracent l'histoire prestigieuse de l'une des plus brillantes civilisations de l'humanité. Et paradoxalement, seuls 2 éléments sont directement liés à la pyramide de Khéops. Ce jour-là, Jean-Pierre a rendez-vous avec l'homme qui a imaginé la plus grande pyramide de tous les temps. Ironiquement, l'unique représentation de Khéops, parvenue jusqu'à nous, se mesure en centimètres. C'est une minuscule figurine en ivoire, découverte par hasard dans un temple en 1903. Malgré cette absence de statue monumentale, la mémoire de Khéops est toujours vivante. Tel un sphinx énigmatique, il tient encore le monde en haleine avec le mystère de la construction de sa pyramide. Jean-Pierre souhaite aussi voir ce qu'il considère comme l'une des grandes merveilles du musée du Caire, un traîneau en bois de cèdre qui a juste 4500 ans. La plupart des visiteurs ne prêtent même pas attention à cet objet apparemment banal. Pourtant, c'est un témoignage unique datant de la construction des pyramides. Le bois, c'est de l'or pour l'Égypte de l'époque. Faire venir du bois du Liban, ça coûtait très cher. Donc le bois était usé jusqu'au maximum. À l'époque de Khéops, les Égyptiens ne connaissaient pas la roue. Ils tiraient les pierres à l'aide de ces traîneaux en bois de cèdre. Compte tenu des outils qu'ils avaient à leur disposition, les anciens Égyptiens ont réalisé de véritables prouesses techniques. Leurs constructions monumentales ont traversé le temps. Elles révèlent le génie bâtisseur de ces hommes de l'Antiquité et continuent de fasciner égyptologues et architectes.
Bob Breyer est convaincu du bien fondé de la théorie de Jean-Pierre. Il l'a rejoint au Caire pour l'aider à trouver sur le terrain de nouveaux indices. Tu veux une bière? Non, merci, un thé à la menthe. Pour préparer leur petite expédition du lendemain, ils commencent par passer en revue les théories imaginées par d'autres pour construire les pyramides. Aux yeux de l'architecte, elles présentent des inconvénients majeurs. Ou c'est trop pentu, Oui, mais c'est un grand problème avec ce rampe, oui. c'est un grand problème. Ou c'est trop pentu, ou c'est trop long. Oui. Et après, ça traverse Parce la que c'était carrière. trop. Parce que la pyramide est très haute. Il faut 1 km 600. Oui. Et la rampe, elle est plus grosse que la pyramide elle-même. Oui. Ça, c'est très raide. Oui. Ah, ça, c'est bien pour faire du ski. Hein, c'est les Jeux Olympiques, là, c'est très bien. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Beaucoup de rampes. HIV, Le virus du sida, peut-être? maybe. Peut-être. Celle-là, elle est C'est une intéressante. théorie très importante. Oui, parce que, enfin, c'est intéressant Oui. parce que les 1 km 600, on les a pas devant la pyramide, on les a autour. Oui. Ce type de rampe enveloppante soulève de nombreuses interrogations. Comment accrocher solidement une telle rampe à une pyramide lisse? Comment fait-on pour négocier un virage avec 600 hommes, sachant que c'est le nombre nécessaire requis pour tirer un bloc en granit de 60 tonnes? De plus, ce type de rampe enveloppante ne permet pas de voir l'alignement des arêtes au fur et à mesure de la construction. Si les arêtes ne sont pas parfaitement alignées et contrôlées, la pyramide risque de vriller. Hey, stoppen, hein? Great. C'est pour toutes ces raisons que la théorie de Jean-Pierre propose, elle, l'utilisation de 2 rampes. Une première rampe externe qui va jusqu'à 43 mètres de haut seulement. Elle permet d'acheminer les 2 premiers tiers en volume de la pyramide et les blocs de granit de la chambre du roi. En parallèle, les Égyptiens auraient construit une 2e rampe à l'intérieur de la pyramide. Ce système permet de résoudre les 2 grands problèmes de construction que pose Khéops. Sa hauteur, 146 mètres, et sa chambre en granit, unique en son genre. Une fois le niveau critique de 43 mètres atteint et les blocs de granit acheminés jusqu'au niveau de la chambre du roi. Les Égyptiens auraient démonté cette rampe, recyclé les blocs qui la composent pour les acheminer via la rampe interne et ainsi terminer la pyramide. Aucun matériau n'aurait été perdu. Il faut maintenant pouvoir valider cette théorie, trouver des indices de cette rampe interne, et Bob a une petite idée sur la question. À 15 km au sud du Caire, l'égyptologue emmène Jean-Pierre sur les ruines d'un temple dédié au soleil construit 100 ans après la pyramide de Khéops. Ce temple a été détruit à la fin du 19e siècle, mais il nous reste un dessin d'architecte datant d'avant son démantèlement. Sur ce dessin, on peut voir que ce temple possédait un couloir similaire à la rampe interne de Jean-Pierre. Nos 2 enquêteurs veulent vérifier de visu ce qu'il en reste. On va peut-être pouvoir imaginer la rampe. Tu vas pas avoir besoin de l'imaginer, Jean-Pierre. Alors, c'est une rampe interne? Ah bah c'est une rampe intérieure, ça. Oui. Oh, c'est... Certainement? Comme on dit en français, il n'y a pas photo, là. Oui. It's the first Le premier virage. Yes. C'est une rampe à It's a quart quarter tournant, turn comme la ramp, mienne. Like mine. Yes. Let me show you something up here. Viens, je vais te montrer quelque chose, ça va te plaire. You're gonna like it. Now, this block for the ceiling, right? Ce bloc, il était au plafond, non? Oui. Oui. Color the blue. La couleur bleue, là, c'était pour le ciel et les étoiles. Ici, tu vois le cercle avec les branches. Ah oui, il y a plein d'étoiles. Yes, all over the block. Oui, sur tout le bloc. Donc, c'était une pierre du plafond de la rampe interne. Look at the diagram, though. Regardons le dessin pour voir ce qu'on peut en déduire. On a monté la rampe par ici et on a tourné là. Et ce bloc, que penses-tu? C'est peut-être celui-ci ou celui-là. Oui, donc ce bloc ne pouvait être qu'à l'un de ces 2 endroits. C'est un bloc du plafond, c'est une rampe interne, définitivement. C'est vraiment une rampe intérieure, ça. Ce vestige de rampe interne
est la preuve que les anciens Égyptiens savaient construire ce type de couloir à l'époque de Khéops. Ce premier indice très important accrédite la thèse de l'architecte. Mais la démonstration ne s'arrête pas là. Un autre aspect important peut être vérifié sur le terrain. Selon Jean-Pierre, pour construire une forme pyramidale parfaite, les Égyptiens ont dû poser les blocs de revêtement en premier, et non en dernier, comme le soutiennent de nombreuses théories précédentes. Cette méthode permet de contrôler la forme et les arêtes de la pyramide au fur et à mesure de la construction. Pour comprendre ce principe, il faut se rendre à Dachour, situé à une trentaine de kilomètres au sud du Caire. Ces magnifiques pierres de façade intéressent particulièrement Jean-Pierre et Bob. Le revêtement est constitué de blocs de 4 à 5 tonnes en calcaire blanc, mesurant jusqu'à 2 mètres de profondeur, 2 fois plus gros que les pierres qui se trouvent derrière. C'est une donnée architecturale d'une importance capitale. On amène le bloc de façade, tout prêt, ravalé, on le met en place sur ce bloc-là. Et après on continue, on regarde le troisième, et après ça va comme ça jusqu'au sommet. Ok, j'ai compris. Les blocs de façade doivent être posés dès le départ, du bas vers le haut. Formel que la façade était faite J'ai au compris. fur et à mesure de la construction et que la pyramide était terminée en façade. Les blocs de façade auraient donc bien été posés en premier, permettant ainsi de contrôler la forme de la pyramide au fur et à mesure du chantier. Ensuite, les Égyptiens auraient accolé une seconde rangée de pierres bien taillées, suivie de blocs plus grossiers, de tailles différentes, un peu comme du remplissage. Cela aurait permis d'aller plus vite et de finir la construction en une vingtaine d'années, comme le mentionnent d'anciens manuscrits égyptiens. Les indices relevés sur le terrain sont encourageants pour la suite de l'enquête, mais l'architecte veut apporter la preuve de l'existence de ces rampes internes. On distingue à peu près aux 2/3 de la hauteur comme des traces blanchâtres. Curieusement, ces traces fantômes suivent exactement le tracé de sa rampe interne, avec la même inclinaison à 7%. Alors est-ce que la pyramide respire? Est-ce que c'est un phénomène optique, un phénomène thermique? C'est quand même assez étrange. Pour déceler cette rampe interne, il faudrait scanner la pyramide, mesurer s'il y a à l'intérieur des différences de densité de matière. Ce serait alors une preuve scientifique, physique et donc irréfutable de l'existence de cette rampe. Or, une étude semblable a déjà été réalisée en 1986. À l'époque, une équipe d'ingénieurs français a analysé la pyramide de Khéops au moyen d'une technique appelée microgravimétrie. Cette approche permet de voir sous le sol d'infimes variations de masse et de densité. En fait, il s'agit de détecter ce que les scientifiques nomment des zones de sous-densité très fortes. En d'autres termes, des espaces vides. Pendant des mois, des techniciens ont effectué des milliers de mesures à l'intérieur et à l'extérieur de la pyramide. Cette équipe ne s'intéressait pas à l'énigme de la construction de Khéops, elle espérait trouver une chambre secrète. De ce point de vue, leur mission a été un échec. Les publications scientifiques de cette étude sont donc passées totalement inaperçues. Pourtant, sans le savoir, ces ingénieurs ont peut-être découvert la preuve scientifique que Jean-Pierre Houdin cherche depuis tant d'années. Bonjour Monsieur Vuy, comment ça va? Huy Dongbuy est membre de l'Académie des sciences et officie toujours à l'école polytechnique. À l'époque, il a travaillé sur cette mission. On a trouvé que la sous-densité, déficit densité, Oui. dessine quelque chose qui a une allure en spirale. Une structure en spirale. Exactement, exactement.
Une structure en spirale, mais en sous-densité? En sous-densité, en sous-densité. Ce qui est en blanc et en vert, ce sont des zones de sous-densité. De sous-densité? Ouais. C'est un dessin à la main. À la main, C'est oui. mon collègue à Voilà. faire. Là, on est vraiment dans la spirale. On est dans le terrain qui dessine. La zone de sous-densité est en blanc, n'est-ce pas? En Ouais. blanc. Cette étude microgravimétrique démontre que par rapport au volume de la pyramide, 15% de sa masse est manquante. Ces vides à l'intérieur de l'édifice ont bien une allure en spirale. En 1986, lui et ses collègues ne savaient pas comment interpréter cette découverte troublante. La théorie de la rampe interne lui donne tout son sens. La microgravimétrie apporte la preuve scientifique irréfutable qui persuade Jean-Pierre de consacrer sa vie à l'énigme de la construction de Khéops. Jean-Pierre Houdin a désormais l'intime conviction que la rampe interne se trouve là, à quelques mètres à peine, derrière ces blocs de pierre. Mais l'enquête continue. Il lui faut une seconde preuve. Dans la continuité des traces fantômes repérées précédemment, un indice l'intrigue au plus haut point. Cette trouée située sur l'arête nord-est de la pyramide et, selon ses calculs, sur la trajectoire de sa rampe interne. Serait-elle un vestige de ces encoches ou, selon sa théorie, les Égyptiens faisaient pivoter les blocs? Il faut aller voir, mais ce n'est pas si simple. Il est interdit d'escalader les pyramides. L'ascension peut être dangereuse et de nombreux touristes ont été victimes d'accidents. Observe la forme de cette encoche, D'accord. le sol, les murs. Et je prends plein de photos. Oui, plein de photos. Et redescends sain et sauf. Ok, ça marche. Bob Breyer a réussi à obtenir une permission spéciale. Pour les égyptologues, les autorités égyptiennes savent faire des exceptions. Accompagné par un caméraman féru d'alpinisme, il va voir à quoi ressemble cette encoche. On y arrive. Lentement mais sûrement. On y est presque. Wow. Wow. C'est noir. Bob Breyer ne s'attendait pas à trouver cette pièce obscure. La pêche chaude. Il n'a même pas pris de torche suffisamment forte pour éclairer les lieux. Je pense que c'est intéressant. Ce n'est pas la rampe interne, mais c'est très intéressant. Pourquoi l'espace grand? Je ne sais. Les photos. Pour Jean-Pierre. Cette pièce n'a pas été creusée dans la pierre, mais date visiblement de la construction de la pyramide. Elle n'est décrite dans aucun livre d'égyptologie. Personne ne s'est encore intéressé à cette curiosité architecturale. Cette pièce inattendue serait-elle un indice supplémentaire de l'existence d'une rampe interne? 3/4. And... Voyons voir si je peux sentir de l'air sortir de là. Non, ici il n'y a pas de courant d'air. Je ne sais pas jusqu'où cela va. Ce n'est pas exactement une rampe interne, mais c'est une pièce importante. Je pense que Jean-Pierre sera intéressé. Je ne sais pas du tout à quoi cela pouvait servir. Peut-être est-ce un accident de construction, peut-être pas. Il saura mieux que moi.
Better. De retour à l'hôtel, Jean-Pierre examine les photos de Bob. Ensuite, il vérifie sur les plans de la pyramide si cette cavité derrière l'encoche est décrite ou dessinée, même s'il sait très bien qu'elle n'y est pas. Il regrette de n'avoir pu observer cette pièce par lui-même. Jean-Pierre a le sentiment étrange d'être à la fois si proche et si loin de la résolution du mystère. Pourtant, il possède un certain nombre d'indices pour confirmer sa théorie. Les blocs de parement ont bien été posés en premier. Cela exclut une rampe enveloppante car elle n'aurait pas pu être accrochée sur cette paroi lisse. Le temple de Nyuserere est une preuve que les anciens Égyptiens savaient construire une rampe interne. Les traces fantômes sur la pyramide, avec leur inclinaison à 7%, sont troublantes. Ensuite, les résultats scientifiques de la microgravimétrie sont une preuve indéniable de l'existence de vide en forme de spirale, comme sa rampe, à l'intérieur de la pyramide. Et enfin, la présence de cette cavité découverte par Bob derrière l'encoche. Reste une dernière énigme au cœur même de la pyramide, celle de la construction de la chambre du roi, une chambre tout en granit. La théorie de la rampe interne fonctionne très bien pour acheminer les blocs de calcaire de 2 tonnes en moyenne. Mais comment les ouvriers de l'Antiquité ont-ils fait pour monter des blocs de granit bien plus lourds? Pour l'architecte comme pour l'égyptologue, c'est la partie de l'enquête la plus spectaculaire et la plus complexe à appréhender. Là où j'ai vraiment un doute sur sa théorie, c'est sur son explication de la Grande Galerie. Comment, selon lui, elle aurait servi à hisser les blocs de granit jusqu'en haut. C'est la meilleure explication que quiconque ait faite jusqu'ici sur la Grande Galerie, mais je ne suis pas encore convaincu. La rampe externe, imaginée par Jean-Pierre, ne suffit pas à elle seule à expliquer comment les blocs de granit ont été acheminés au cœur de la pyramide. Sur une rampe à 7%, la force de 600 hommes est nécessaire pour tirer un bloc de 60 tonnes. Or, coordonner autant d'hommes est une gageure. Et si la clé du mystère, c'était la Grande Galerie elle-même? L'architecte est persuadé que cette galerie était la clé de voûte d'un gigantesque système de contrepoids, qui a permis de n'employer qu'une centaine d'hommes pour monter ces énormes blocs de granit. Reste à le prouver. La Grande Galerie est vraiment une structure impressionnante. Mesurant 8 mètres de haut sur 48 de long avec une pente à 50%, elle a intrigué tous ceux qui l'ont empruntée. Cette configuration n'a aucun sens d'un point de vue rituel. Aurait-elle donc été construite pour des raisons pratiques? Si la vision de Jean-Pierre s'avère juste, c'est une véritable révolution pour l'égyptologie. L'enjeu est important. Jean-Pierre, tu es l'homme de la théorie. Tu as plein de choses à expliquer. Premièrement, comment expliques-tu ces banquettes? Sur ces banquettes, il y avait des rouleaux. Des rondins de bois? Oui, des rondins. Et sur ces rondins, il y avait un chariot pour le système de contrepoids. D'accord. Donc le chariot monte et descend sur les rondins qui sont entre les deux banquettes. Autre question. Il y a 28 mortaises comme celle-ci. Elles sont sûrement importantes, c'est la première chose qu'on voit. Dans ces trous, tu avais des poutres en bois. Elles servaient à quoi? À maintenir et à garder les rondins alignés. Donc ces rouleaux sont comme des rondins qui avancent sur les banquettes avec le chariot dessus. Et ces poutres en bois-là empêchaient les rondins de s'échapper.
J'ai compris. Les rondins qui roulent et le chariot qui glisse, mais est-ce qu'il y a la moindre preuve que cette salle a été utilisée? Je pense qu'en regardant la banquette de plus près, sur la partie verticale, on voit une marque et des griffures laissées par le chariot en roulant. Ce qui ressemble à une trace de pneu de voiture, oui, c'est assez clair. Cette trace brune, c'est de la graisse, tu penses? Tout le long de la banquette, la marque est la même. Donc ce chariot qui montait et descendait, il le lubrifiait avec de la graisse. Et ça se rayait à force de monter et descendre. De temps en temps, le chariot... Vibrait? oui, il suffisait d'une petite pierre et ça rayait la banquette. Pas mal du tout, ça a bien l'air d'avoir été utilisé. C'est totalement parallèle à la banquette. Ah oui, oui, c'est pas mal. Et il y a autre chose au troisième encorbellement. Regarde ces saignées. Oui, tout le long. Tout le long de la galerie et des deux côtés. Elle servait à quoi? Je pense qu'elle contenait des glissières en bois sur lesquelles s'appuyait le chariot contrepoids. Pour les Égyptiens de l'époque, le bois était un matériau rare et précieux. Selon Jean-Pierre, ils auraient donc récupéré ces glissières en bois à la fin de la construction de la pyramide, d'où ces traces de burin. Tu sais, je suis venu ici 50 fois et je n'avais jamais remarqué ça. C'est dingue. C'est une autre preuve qu'un chariot contrepoids montait et descendait dans la galerie. Et ça, ce seraient les stabilisateurs. Mais il y a trop de détails. Tu comprends? Oui, plein de détails. En haut de la grande galerie, il existe un indice supplémentaire. Cette marche remaçonnée était à l'origine taillée en V, peut-être pour faciliter le glissement des cordes. Jean-Pierre pourrait bien avoir raison, mais a-t-il convaincu l'égyptologue? Cela semble si incroyable qu'ils aient construit cette fabuleuse grande galerie uniquement pour faire monter ces blocs de granit, mais c'est possible. L'enquête de terrain est pour le moment terminée. Mais Jean-Pierre souhaite maintenant aller plus loin. Il cherche à modéliser en 3D sa théorie, lui donner une représentation virtuelle fiable. De retour à Paris, il est contacté par un ingénieur. Cet homme l'informe d'un programme de mécénat appelé Passion pour l'innovation. Vraiment l'impression de marcher... Ah oui, là, on est bien immergé. En revanche, il va falloir régler le capteur de position latérale. Je pense qu'il ça, tu sais, est mal branché. Ouais. Vas-y doucement, pas trop vite. C'est bon là? Ah, bonjour Jean-Pierre, comment ça va? Mehdi, enlève tes lunettes. Tiens, je te présente Jean-Pierre Audin, tu sais, l'architecte dont je t'ai parlé, qui a une nouvelle théorie sur Khéops. Ah oui, fabuleux, Richard m'en a parlé. Mehdi Tayoubi, ravi de vous rencontrer. Jean-Pierre Audin. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Ah bah, en fait, c'est un simulateur de réalité virtuelle qui permet de marcher dans la réalité virtuelle. C'était l'été 2005. Et moi, j'avoue qu'à cette époque-là, je ne savais pas que la construction de la pyramide de Khéops était encore un mystère. Et puis, il m'a embarqué avec lui dans cette histoire. Ce qui m'a plu, en fait, chez Jean-Pierre, c'est avant tout sa passion et le fait que ce soit quand même un outsider qui s'est permis de s'attaquer à un des plus vieux mystères de l'humanité et qui n'a pas eu peur de ça. Richard, tu penses pas que ça pourrait simuler tout ça? Ah bah là, oui, mes images 3D, Si, bon, on pourrait. Oui, bon, on fait passer à la vitesse supérieure. Déjà, on peut modéliser ça en 3D sans problème. Pas de raison qu'on le fasse pour un avion ou une voiture et qu'on puisse pas le faire pour une pyramide. Hein. L'entreprise Dassault Systèmes développe des logiciels de 3D scientifiques qui rendent possible les grands chantiers du futur. Ces nouveaux outils permettent de simuler entièrement un projet industriel avant de le concrétiser dans le monde réel. Du design à l'ingénierie jusqu'au projet d'architecture hors du commun. Ces logiciels sont comme des chambres de tests virtuelles
évaluant par anticipation la cohérence et la faisabilité de ce que les concepteurs imaginent. Salut l'équipe. Ça va, Jean-Pierre? C'est ainsi qu'après plusieurs années de travail solitaire, Jean-Pierre se retrouve soudain entouré d'une équipe d'ingénieurs enthousiastes. Donc la première phase, en fait, modélise l'ensemble de la rampe externe et une partie de la pyramide. Ces ingénieurs entrent dans leurs ordinateurs toutes ces caractéristiques géométriques et physiques. Et ils mettent à l'épreuve les idées de Jean-Pierre Houdin. Et en le simulant, on démontre que tout fonctionne correctement. 20 machines comme ça, c'est tout à fait imaginable. Alors Richard, où t'en es? Alors Jean-Pierre. Ils vont même parvenir à expliquer pourquoi les poutres en granit de la chambre du roi se sont fissurées. Un mystère qui, en matière d'égyptologie, a fait l'objet de nombreuses spéculations jusqu'à cette analyse scientifique. Étape après étape, ils ajoutent toutes les charges pesant sur ces poutres, les chevrons en calcaire, puis les 83 mètres de maçonnerie situés au-dessus. Mais aucune fissure n'apparaît. Finalement, ils intègrent un dernier paramètre, un affaissement de 3 cm du mur sud de la chambre du roi. Avec la pyramide terminée, regarde, on affaisse du côté du sud, les chevrons s'ouvrent et regarde ici. On retrouve les fissures qui... Sur les 3 premiers plafonds, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. Exactement. Le rouge, ça veut dire on est au point de rupture du granit. Les ingénieurs examinent aussi le système de contrepoids. On a le contrepoids qui descend, Voilà. la poutre qui monte, Et la et la petite flèche jaune là-bas, c'est... Ça représente La force. La force à exercer par les hommes. Donc la force, c'est le nombre d'hommes. Voilà. On a découvert en fait aucune impossibilité dans la théorie de Jean-Pierre. Alors bien sûr, on ne dit pas que ça s'est passé comme ça parce qu'on n'était pas là pour le voir, mais on dit que ça aurait très bien pu se passer comme ça vis-à-vis de la mécanique. Tout colle, c'est vraisemblable, ça tient la route. Jean-Pierre Houdin serait-il parvenu au bout de son défi? En tout cas, sa théorie est la première et la seule à être validée par la 3D scientifique. Désormais, il est possible de reconstruire étape après étape Khéops à l'identique. Personne n'était jamais allé aussi loin. Et même les images de l'encoche, les fameuses photos rapportées par Bob vont peut-être livrer leurs secrets. Jean-Pierre, ce que je te propose, c'est que toi, tu nous lances les images de Bob sur place et Jacques, en parallèle, on va lancer la simulation, voir si le réel et le virtuel concordent. Vas-y, lance. Voilà. Alors, Bob va voir en rentrant ce qu'on voit là exactement dans Donc là, tu as refait toutes les pierres on a telles que refait tu les à avais. partir des images, à partir de la vidéo, plan par plan, on a reconstitué tous les blocs. Bob a eu une autorisation spéciale pour monter dans cette encoche. Ouais. Je lui ai dit de prendre des mesures, de regarder les trous. Et il s'attendait pas à trouver cette pièce. Il rentre dans un trou, il rentre dans une pièce de 3 mètres par 3 mètres. Et tu veux dire que jusqu'à présent, personne ne décrit cette pièce, qu'on n'a aucun relevé. Elle est absolument pas connue. Mais pourtant, On a ça même, depuis le pied de après la ça, on a même fait des recherches, Oui. on n'a rien trouvé. Et pourtant, cette encoche, on la voit depuis le pied de la pyramide. On l'a même photographiée à maintes reprises. Oui, mais on voit que ça. On voit que ça, parce que ces pierres-là ont été enlevées. Et ben maintenant, tu vois, on coupe la pyramide Vas-y. en tranches, comme du jambon. Hein. Ah, ça change Et puis, on descend. Assise par assise, en fait. Assise par assise, voilà, Ah. stop. Là, Tu on a les vois, rampes. Elles sont juste là. les rampes sont là, on va le haut continuer, de- c'est le haut de l'encorbellement. Pour eux, la rampe interne se trouverait donc derrière les murs de cette pièce. Tu vois, Mehdi, derrière cette pierre, vas-y Jacques, enlève cette pierre. Enlève cette pierre, qu'est-ce qu'il y a? La rampe intérieure. Et t'avais pas de caméra pour endoscopique pour C'était pas prévu. Cette caméra là. Mais ça, le genre de truc où on est malheureux. Elle est à portée de la main, quoi. Elle est à portée de la main. Elle est là. Mais tu sais, il y a des fuites. Ouais, déjà, avec des Avec, moyens non destructifs. avec on une a caméra largement ce qu'il thermique,
on verra des fuites entre les joints. Bien sûr, il y aura des Et l'air qui va sortir de ça, il sera plus frais que l'air dans la pièce. Tu es en train de me dire qu'il te suffirait d'avoir l'autorisation de retourner dans cette pièce dans laquelle était Bob, et avec une caméra thermique en se mettant juste devant les deux blocs, on pourrait voir qu'il y a une rampe à l'intérieur. J'ai le feu vert pour aller là, on a la preuve que la rampe intérieure, elle est là. Si comme tout porte à le croire, Jean-Pierre a raison, cette découverte aura un immense retentissement. La fin du mystère ne tient plus désormais qu'à une seule autorisation. Une autorisation longue à obtenir, car les autorités égyptiennes sont d'une prudence à toute épreuve. Mais quelques mois ou quelques années de plus à attendre n'effraie pas notre architecte. Cela fait déjà 10 ans qu'il travaille sur le sujet. Quand on s'attaque aux pyramides, la notion du temps devient toute relative. En attendant le grand jour et l'ultime validation sur place, il a décidé de présenter au monde sa théorie. La nouvelle a déjà fait le tour de la planète. Un arquitecto francés cree haber descubierto la respuesta a una viejísima. And now a French architect claims to have finally unlocked the secret. Better than the other theories because this is the only one which works. La missione del noto architetto francese Jean-Pierre Houdin è stata quella di provare a risolvere l'enigma che si cela nel muro della piramide di Khéops. L'enquête de Jean-Pierre Houdin est terminée. Mais l'histoire reste ouverte. Notre architecte se rend sur la tombe de son prédécesseur, Émionou, qui a construit la pyramide de Khéops il y a 4500 ans. Il vient rendre un dernier hommage au génie incroyable de ses bâtisseurs avant de pouvoir un jour gravir la pyramide en marchant dans cette rampe interne.